Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette 4e édition de 45 tours, une émission 100% musique tous les 15 jours de 21h30 à 23h sur Radio Courtoisie, avec à chaque fois un invité exceptionnel que j'ai le plaisir de recevoir ce soir avec Gilles Brochard. Bonjour Gilles. Bonjour Maud. Comment ça va ? Très bien. Après avoir reçu Pierre Lescure à l'occasion des 40 ans de Canal, puis Éric Nolot et sa Parkéromanie, on va voir si vous avez suivi. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous allez découvrir sous un autre angle, un angle musical. Alors, halte au débat, place au kiff. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de vous prêter à ce jeu, surtout de 45 tours, d'autant qu'on n'a vraiment pas l'habitude de vous entendre parler de musique, et pourtant vous adorez ça. Parce qu'on ne me demande pas, c'est tout. C'est vrai, nous, on va vous interroger. La musique a marqué forcément votre vie et puis un certain nombre d'événements. On peut même penser à votre campagne présidentielle, où il y avait une identité musicale à chaque meeting, tout ça. D'ailleurs, Immortal, Thomas Bergenson, c'est Olivier Huillat qui l'a choisi ou c'est vous ? C'est Sarah Knafo. C'est Sarah Knafo pour l'entrée de vos meetings, qui est devenue mythique. Alors les règles du jeu, nos auditeurs les connaissent, elles sont assez simples. On vous a demandé, Éric Zemmour, de faire une sélection de chansons, de musique, selon plusieurs critères. Vous allez vous raconter à travers ces choix. Et on commence avec les chansons de votre enfance. Vous en avez choisi 2 qui évoquent le départ, le voyage. Je vous propose de commencer par Richard Anthony et J'entends siffler le train. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est, aussi loin que je me souvienne, c'est la première chanson que j'ai chantée. Je pense que je devais avoir 4-5 ans. D'accord. C'est qui vous a fait écouter cette chanson pour la première fois ? Ça passait à la radio. Ah oui, d'accord. Ouais. Vos parents aimaient beaucoup cette chanson ? Non, pas spécialement. Non, c'était Non, vraiment... pas spécialement. Non, c'est moi qui écoutais. C'était un tube... pour les gens de ma génération, c'est un tube monstrueux. Hein. Vous ne savez pas, vous, mais Richard Anthony, c'était une énorme vedette au début des années 60. 1 500 000 disques vendus. Ça a été le premier tube de l'été de l'histoire de la variété. Voilà, vous voyez, je ne connaissais pas ces chiffres, mais c'est le souvenir de mon enfance. Donc, et cette chanson est charmante. Alors, on va l'écouter dans un instant. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre chanteur qui l'a interprété, c'est Hugo Frey. Il l'a même chanté avec Françoise Hardy. Ah, j'ignorais. Et c'est lui qui a rapporté des États-Unis le disque qui s'appelait à l'origine 500 Miles. C'était une chanson de Fox américaine, puisqu'il adorait ça. Et il l'a donné à un éditeur qui l'a ensuite redistribué à des artistes. Et il l'a redonné à Hugo Frey. C'était réadapté. C'était Jacques Plante qui avait fait les paroles. Et Hugo Frey a commencé à chanter cette chanson. Ça n'a pas tellement marché. Et Richard Anthony, ça a été tout de suite un tube. Ça lui correspondait mieux. Voilà. J'ignorais tout ça, vous voyez. Ouais. Vous étiez, avant d'écouter cette chanson, exemple, qu'on parle de votre enfance, vous étiez quel genre d'enfant ? Vous étiez sage, turbulent ? Vous étiez comment ? Très turbulent. Très turbulent. On m'appelait Speedy Gonzalez. Ah oui. Je courais partout. Ouais. Il n'y avait que 2 choses qui me gardaient immobile, c'était un livre ou la télé. Ah oui, d'accord. Sinon, c'était terrible. Je cassais partout, je rentrais à vélo partout, dans les appartements, dans les cafés. Vous avez changé ou pas ? Oui, quand même. Je me suis discipliné, mais donc non. J'étais très très turbulent, très insolent. Ouais. Et quand vous pensez à votre enfance, qu'est-ce qui vous revient spontanément ? Une image, une personne, un visage, un parfum ? Ma mère. Votre mère, dont vous étiez très proche. Ah oui, c'est une litote. Ouais. Oui, j'étais très 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 proche de ma mère et si vous voulez, on était tout le temps ensemble et elle m'a vraiment... je pense que, si vous voulez, c'est le livre de Romain Gary. Vous savez, quand j'ai lu La promesse de l'aube, je me suis dit, voilà, c'est moi, c'est ma mère. En plus, sa mère était diabétique, ma mère aussi. Sa mère passe son temps à lui dire tu seras ci, tu seras ça. Ma mère aussi disait voilà, tu seras un grand écrivain, tu seras un grand ceci. Et elle vous transmettait des goûts culturels, justement, ses propres goûts culturels. Elle a des goûts culturels, vous savez, c'était des gens très modestes. Ils venaient d'Algérie, mais il y avait un double goût. C'était ma mère, c'était pour les deux étaient complètement amoureux de la France, mais à un point que vous n'imaginez plus. C'est-à-dire que comme l'étaient des Juifs d'Algérie à cette époque. C'était un amour de la France complètement démesuré. Et mon père, il admirait De Gaulle, la littérature, etc., même s'il ne connaissait pas bien. Mais et ma mère, elle allait, pour vous donner un exemple, tous les samedis après-midi aux Galeries Lafayette pour voir des défilés de mode. Ah ouais.
Elle était complètement fascinée par les grands couturiers, etc. Et elle dessinait très très bien. Mhm. Je sais parce que moi j'étais complètement nul. Et elle me faisait tout, que ça soit en sciences naturelles, en géographie, en dessin. Et donc évidemment quand c'était à la maison j'avais 20 sur 20 et quand c'était en classe cours, c'était une catastrophe. Je pense que les professeurs devaient s'en rendre compte. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas pour ce témoignage. Et je vous propose d'écouter tout de suite Et j'entends siffler le train de Richard Anthony. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir, mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est à peine si j'ai pu me retenir, que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Éric Zemmour, lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous aviez des figures héroïques qui vous inspiraient? Éric Nolot, il y a 2 semaines, nous a dit que c'était Zorro, par exemple. Oui, Vous Zorro, absolument. Zorro aussi, vous Zorro, Zorro, Thierry Lafronde. Ah, aussi? Ouais. ça, je suis content. J'en étais Bien sûre. sûr. Thierry Jean-Claude Lafronde, Drouot. bien sûr. J'avais le costume, moi. Ouais. Ah Ma oui. mère me l'avait acheté. On veut des photos. S'il vous plaît, Éric Zemmour. Moi Je aussi, veux vous- avec la fronde. Avec la fronde, j'avais tout, évidemment. Et après, à 10 ans, D'Artagnan et Napoléon. Voilà. Napoléon, Voilà. évidemment. Alors, toujours sur le thème du départ, Éric Zemmour, vous avez sélectionné une autre chanson d'Enrico Macias, cette fois, Adieu mon pays. La première chanson écrite par Enrico Macias sur le chemin de l'exil lorsqu'il quitte l'Algérie. C'est une chanson qui vous... Ouais, c'est assez évident. Ouais, Ben oui, on écoutait ça quand j'étais petit. J'avais le disque, je me souviens. Enfin, c'est ma mère, évidemment, qui avait le disque. Oui, on est. En même temps, je veux pas non plus faire pleurer dans les chaumières parce que j'ai pas été élevé avec une nostalgie folle de l'Algérie. Mm. Moi, des deux côtés, de ma mère comme de mon père, d'abord, ils étaient très, très, très pauvres en Algérie. Quand ils sont arrivés à Paris, mon père a pu travailler En 52. et vraiment s'en sortir beaucoup mieux. Donc il était très content. Ouais. Même mon grand-père, mes deux grands-pères n'étaient pas mécontents d'avoir quitté l'Algérie. d'accord. Vous savez, il y avait une ambiance qu'on idéalise aujourd'hui, et je peux comprendre évidemment, mais en vérité, d'ailleurs on le retrouve aujourd'hui, c'était une ambiance très dure, Mm. de gens qui étaient à la fois sympathiques parce que c'est la Méditerranée, donc tout le Ouais. monde, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, tout le monde est plutôt jovial, plutôt rigolard. Vous savez, il y a un côté pagnol, quoi, Oui, hein, oui. bon, de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est un peu les mêmes. Mais en revanche, c'était des gens qui se côtoyaient, mais qui étaient séparés. Mm. Il faut bien comprendre ça. Mm. Vous savez, même Jacques Soustel, qui était vraiment le parangon de l'Algérie française, qui était un grand anthropologue, grand intellectuel, et qui était un spécialiste du Mexique, reconnaissait que, contrairement à l'Amérique du Sud, 130 ans de colonisation française, il n'y avait pas eu un mariage mixte.
Ouais. Non, mais je veux dire, ça dit tout de l'Algérie. Vos parents ont quitté l'Algérie en 52. Vous, Éric Zemmour, vous êtes né en France à Montreuil en 58, si je ne me trompe pas. Absolument. Ils vous ont immédiatement Je suis né à inculqué... Montreuil, mais j'ai pas grandi à Non, Montreuil. vous avez grandi à Paris. Ah non, d'abord à Drancy. Ah, à Drancy, exactement. Et Oui, c'est vrai. ensuite, mais quand j'étais grand, dans les années 70, à Paris, À Paris. dans le 18e arrondissement. Dans le 18. Vous avez fait des études dans le 13e, non? Ou si vous êtes passé par... Non, ça dépend. Il y avait plusieurs Oui. choses. Parce que moi, j'ai fait l'école publique, l'école privée. Enfin, bon, Oui, bon, on va pas faire tous les arrondissements, mais effectivement. mais effectivement, j'étais, oui, c'est ça, à Drancy quand j'étais enfant et Paris 18e, rue Doudoville quand j'étais adolescent. Et ça a dû changer le 18e depuis... Ah ben oui, maintenant c'est Bamako, quoi. La rue où j'ai habité, c'est vraiment, j'y suis retourné Ouais. pour une émission de télé d'ailleurs. Ouais. Et que j'avais dit, parce que le journaliste m'avait dit, vous avez vu, il n'y a pas d'agression et tout. Et j'avais répondu, oui, vous avez raison, c'est le grand remplacement tranquille. Vos parents vous ont immédiatement inculqué les valeurs du patriotisme. Vous pourriez dire que vous avez grandi dans l'amour de vos parents, de votre grand-mère, je crois aussi, qui a compté, non? Votre grand-mère Mes maternelle. deux grand-mères, mes vos deux deux grands-pères grands-mères aussi. Non, il n'y avait pas de... Non, D'accord, ok. il y avait, si vous voulez faire une hiérarchie, il y a ma mère et le reste du monde. Vous savez, comme Oui. on disait avant, le Brésil jouait contre le reste du monde en foot. C'était un peu ça. Mais oui, vous savez, c'était une famille, il faut bien comprendre, méditerranéenne, donc très aimante, Ouais. un peu envahissante parfois, mais en vérité très chaleureuse, vous comprenez. Et vous avez grandi dans l'amour de la France, surtout. C'était pas l'amour de la France, il faut bien comprendre, parce qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Aujourd'hui, non. C'était une passion de la France. Ouais. Je vous assure, je sais pas du tout pour... je crois qu'on se rend plus compte. Votre voisin dit oui parce qu'on est de la même génération. Ouais. En plus, si vous voulez, non seulement il y avait la grandeur de l'histoire de France, il y avait la grandeur de la littérature française, de la langue française. Oui. Par exemple, mon père, et Dieu sait si les Pieds Noirs avaient un rapport complexe à De Gaulle. Mm. En plus, moi, en étant juif, ça s'est rajouté la guerre des 6 jours et la fameuse phrase de De Gaulle, Ouais. peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Donc c'était des relations un peu complexes, mais mon père admirait De Gaulle rien que pour sa langue. D'accord. C'est-à-dire qu'il était capable de citer des phrases entières de ses conférences de presse. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver en France et avoir cette même passion ou c'est définitivement perdu? Parce Moi, que je sais pas, je pense que la France n'est plus la France d'abord du général de Gaulle. Ça, c'est déjà quand même un problème majeur. Et je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui aiment autant la France. Je pense que ça n'existe plus, même chez les Français. Alors, il y en a qui restent. Moi, par exemple, je suis un peu attardé. J'aime la France de cette passion. Mes parents m'ont transmis et Et c'était presque un amour instinctif. Absolument, vous avez raison. Ouais. Et même, vous savez, c'était même... c'était instinctif, ça se discutait pas. C'était naturel. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Allons, on écoute Adieu mon pays d'Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais
du bord du bateau qui m'éloignait du quai. Une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret. Adieu mon pays, Enrico Macias. Elle est courte en fait cette chanson. Moi je m'attendais à ce que ça parte, à l'époque, vous savez, ils avaient des micro-sillons de 2 minutes parce que la technique ne permettait pas davantage. Et à partir des années, alors je suis pas un spécialiste, il faudrait demander à Nolo qui connaît ça mieux, mais je sais qu'à partir de la fin des années 60, début des années 70, ils ont amélioré la technologie. Et donc, sur les micro-sillons, on pouvait dépasser 2 minutes. D'où les chansons après qui duraient 8 minutes, 10 minutes, avec les solos de guitare qui duraient des heures. Il y a une chanson de Carlos avec Sylvie Vartan qui dit 2 minutes 30 de bonheur. Bien sûr, c'était ça à l'époque. Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas techniquement faire plus. D'accord. Bon, j'apprends des choses. C'est moi qui apprends des choses aujourd'hui. Ah bah quand même, on a appris ça quand on était jeune, on l'a vu changer, quoi. Éric Zemmour, parlons d'amour maintenant. Vous avez choisi 2 chansons d'amour. La première est de Charles Aznavour, Parce que, très jolie chanson. Pourquoi ce choix précisément ? Très difficile à faire le choix. Il y en a tellement. Vous m'avez demandé des chansons d'amour et il y en a tellement. Et au sein des chansons d'Aznavour, il y en a encore tellement, si j'ose dire. Donc j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Bon, il fallait faire un choix. Et parce que c'est un portrait de femme absolument sublime. Mais bon, Aznavour, c'est extraordinaire. Et c'est très épuré. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'effets musicaux, etc. Et la langue est absolument magnifique. Et Aznavour, vous savez, je l'ai reçu une fois quand j'étais chroniqueur chez Ruquier. Et en fait, j'ai appris 2 choses à cette occasion. La première, c'est qu'il avait un dictionnaire de rimes et qu'il lisait les grands poètes français pour s'imprégner. Et moi, je comprends ça parce que, en fait, comme j'écris, je suis aussi imprégné par les grands écrivains français. On pique, en fait, on vole. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Et deuxièmement, il nous a expliqué que le génie de la chanson française n'était pas dans la musique. C'est-à-dire que les Français prenaient des musiques dans le monde entier et que le génie de la chanson française, c'était les paroles. C'était les Français qui étaient les plus attachés aux paroles. Les anglo-saxons et les italiens ont des paroles assez un peu ridicules, entre guillemets, alors que les Français, c'est vraiment une tradition littéraire et ils collent la poésie française sur les musiques qu'on peut prendre du monde entier. Éric Zemmour, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes tombé amoureux ? Oula. C'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps. J'étais jeune. Moi, lorsque vous étiez enfant. J'étais enfant, non. Enfant, non. Je devais avoir 12-13 ans, quoi. Oui. Bon. Écoutez, on écoute Parce que de Charles Aznavour. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prête à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Mais prends garde, chérie, je ne réponds de rien. Si ma raison s'égare et si je perds patience, je peux d'un trait rayer nos cœurs d'une existence
dont tu es le seul but, est l'unique lien. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi, et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prête à mourir si tu mourais un jour, car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne portât pas le deuil. Parce que Parce que de Charles Aznavour, vous la connaissez par cœur, cette chanson, Éric Zemmour, vous voyez chanter là. J'en connais beaucoup par cœur de Charles Aznavour. Et c'est rare d'entendre le mot deuil dans une chanson française. Mais vous avez vu la qualité de la langue, du rythme, de l'élégance, du style, c'est magnifique. Vous nous disiez tout à l'heure, lorsqu'on écoutait cette chanson, que Charles Aznavour écrivait et ensuite allait chercher Absolument. Alors, un des concerts que j'ai vu un des derniers concerts avant sa mort, il expliquait ça. Il disait qu'il avait le texte, qu'il écrivait le texte et qu'il attendait de trouver la chanson. Et je ne sais plus pour quelle chanson il nous disait ça, et il disait « j'ai attendu des années ». Je ne me souviens plus honnêtement, mais ça pouvait durer longtemps avant de trouver la bonne musique qui allait avec. Ouais, c'est lui qui composait d'ailleurs sa musique. Ah, exactement. Oui, et les paroles aussi, c'est lui qui écrivait les paroles surtout. Bien sûr, ouais. Je crois que les musiques, c'était pas toujours lui, mais je suis pas un spécialiste, je veux pas dire de bêtises. La deuxième chanson, c'est Just Say I Love Him de Nina Simone. On quitte la chanson française, on passe à une voix féminine. Dites-lui simplement que je l'aime. Là, c'est une chanson qui dit je regrette, je me suis trompée. C'est très mélancolique. Ça vous ressemble la mélancolie, Éric Zemmour ? Beaucoup. Ah, vous avez un point commun avec Pierre Lescure. Est-ce que vous êtes un romantique ? Pas pareil. C'est pas pareil du tout. Ça dépend ce qu'on appelle romantique. Je ne, au sens du 19e siècle, je ne suis pas romantique. Je pense que, si vous voulez, je suis plus mélancolique que romantique. Vous n'êtes pas dans l'exaltation des sentiments. Exactement. Voilà. Je suis dans l'exaltation de la raison pour contenir une sentimentalité justement exacerbée et donc que j'ai appris à discipliner. Oui, dominer comme ça. Exactement. Je vous demandais tout à l'heure. Je suis un classique plus qu'un romantique. Un classique plus qu'un romantique. Mais je fais un codicile parce que vous aimez Chateaubriand. Et Chateaubriand, il est quand même un romantique. Vous avez tout à fait raison. En fait, je suis un classique qui corrige son romantisme, mais c'est surtout que j'aime toutes les formes de la littérature française. Ouais. Et donc j'aime à la fois le style chateaubrianesque, ternaire, et j'aime aussi le style plus rapide, plus vif de Stendhal à Paul Morand. Quoi. Et Hugo aussi. Alors Hugo, il est entre les deux, c'est magnifique Hugo aussi. Non, mais moi j'aime tout en fait. Pas compliqué. Il y a une question qu'on pose systématiquement à nos invités. Comment écoutez-vous de la musique ? Est-ce que vous avez toujours des disques ? Est-ce que c'est sur votre téléphone ? J'ai longtemps écouté des disques et puis maintenant non, j'écoute par mon téléphone. J'ai des playlists, et je les mets, je les branche sur une enceinte, à la main, ou alors sur un casque. Ça dépend si je suis dans le train ou si je suis dans la voiture. Dans la rue, vous écoutez de la musique ? Non. Non, mais j'aime bien savoir. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, mais non. Et je ne peux pas écouter quand je lis. Oui, oui, d'accord. Parce qu'en fait, je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Voilà. D'accord. Intéressant. Allez, on écoute Nina Simone, Just Say I Love Him.
and tell him that without him my dreams are all in vain. Just say I love him, loved him from the start, and tell him that I'm yearning to say what's in my heart. Just say that I need him as roses need the rain. Tell him that without him my dreams are all in vain. If you should chance to meet him anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave him. Tell him how much a fool can care, and if he tells you he's lonely now and then, just won't you tell him that I love him? Allez, on est obligé de passer à la suite, ça passe très vite. Mais vous êtes rigolos tous les deux, Gilles Brochard et Eric Zemmour. Vous racontez vos petits souvenirs, vos anecdotes, tout écoutez, ça, la radio. on est un peu C'est anciens les vieux, combattants, quoi. hein. C'est les vieux, on radote, quoi. Bah, Qu'est-ce que je fous là? Bon allez, qui dit premières amours dit parfois premier râteau. Bien Et sûr. pour illustrer la rupture, Et rupture. vous avez choisi 4 chansons. Vous avez pris beaucoup de râteaux, Eric Zemmour? Non, c'est pas des râteaux, ça, c'est des ruptures. C'est pas rupture, pareil. ouais. C'est vrai, c'est Un vrai. peu, un peu de distinction. Oui, vous parce que charrie, les je vous ruptures, charrie. c'est soit l'un, soit l'autre. Ben hein. oui. Et puis Ouais. surtout, c'est après. Ouais. Avec le râteau, Oui, c'est vrai. voilà, on se dit, bon, bah voilà. Non, mais Oui, vous avez Eric raison. Zemmour, vous avez choisi quand même une chanson emblématique, peut-être une des plus belles chansons de la chanson française à travers Léo Ferré. Bien sûr. Et je pense que cette chanson, on peut le dire, hein, avec le temps, Ah, c'est une des plus Maud. belles chansons de la Oui, chanson oui, française, oui. je suis d'accord. et elle date de 69. Alors on va expliquer pourquoi, parce que vous connaissez l'histoire, puisqu'il a rompu avec sa deuxième femme, sa deuxième épouse, qui s'appelait Madeleine. On était fin 68. Elle tue sa guenon Pépé, qu'ils avaient domestiqué. Il était plus triste pour la guenon. Oui, il a mis du temps à l'écrire. D'ailleurs, on a dit qu'il avait mis 1 an et demi. En fait, il l'a écrite en 2 heures. Et il a dit, je l'ai écrite en 2 heures, mais il m'a fallu 53 années de métier. Et quand il a sorti cette chanson, qui a été enregistrée en 1970, elle fait 4 minutes 28. À la fin, il ne pouvait plus la chanter en public. Il refusait de la chanter. Et c'est le public qui la demandait. Et quand le public lui demandait, il la chantait. Et à la fin, il disait, je vous demande de ne pas applaudir ma chanson, de quitter la salle sans bruit et sans rappel. Et à la fin de la chanson, il criait « salope ». Et c'était dédié à sa femme. C'est génial. Je n'invente rien. Hein. Est-ce que vous... J'ai bien fait de venir, je ne Bah connaissais pas cette anecdote. Nous aussi, on vous apprend des choses. Est-ce que vous saviez que c'était l'une des chansons préférées de Patrick Buisson? Je savais. Vous le saviez? Allez, on l'écoute. Avec le temps, Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots,
entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps. Tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs s'attallent de ses gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, Léo Ferré. Est-ce que Éric Zemmour, on va éviter les liaisons, vous trouvez aujourd'hui des chansons à texte qui vous plaisent ? Bah non. Ouais. Ça peut arriver, hein, je sais pas. Peut-être je vous dirai un jour, tiens, j'ai bien aimé cette chanson. Mais franchement, c'est trop pauvre, quoi. Vous savez, ça s'est appauvri dès les années 80, en fait. Avec des chanteurs que j'aime beaucoup. Mais quand vous écoutez, par exemple, je vous donne un exemple. Et encore une fois, c'est des chanteurs que j'aime beaucoup. Quand vous écoutez Véronique Sanson, j'ai tout Véronique Sanson. Hein, et je pense que je suis allé 10 fois à ses concerts en 30 ans. Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un que je n'aime pas. Je l'aime beaucoup. Mais quand vous comparez les paroles avec les paroles de cette génération-là, Aznavour, Brel, Brassens, Ferret, vous voyez tout de suite voilà. Non, mais vous voyez tout de suite la différence. Ça s'est simplifié. Le vocabulaire s'est simplifié, la syntaxe s'est simplifiée. C'est encore charmant parce qu'il y a les rythmes anglo-saxons. Donc moi j'aime, c'est ma génération, c'est tout ça. Mais ça s'est déjà simplifié. Et imaginez, alors 40 ans plus tard, là on est au-delà de la simplification, on est dans la bêtification, et c'est dramatique. Moi je ne suis plus, quoi. C'est tout. Et puis il y a l'incontournable chanson de rupture, non pas du tout, je reviens en arrière parce que vous aviez choisi autre chose. Tout à l'heure, c'était les Rolling Stones. Bien sûr. Angie. Pourquoi Pourquoi parce que c'est une des plus grandes chansons de rupture qui soit. C'est Mick Jagger qui rompt avec Angie. Angie, c'est Angie Bowie,
qu'il avait piqué à Bowie, et il rompt avec Angie, et il fait cette chanson. Et il lui dit, à chaque fois, les strophes, c'est on essaye, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, et ça ne marche pas. Et à chaque fois, il dit, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Et moi, cette chanson, pour moi, je me revois, j'avais 15 ans, on est en 73, je rentre de vacances dans la voiture de mes parents, je suis à l'arrière, et je me souviens, c'est le chanteur Antoine qui avait une émission, et il passait 2 chansons du même 45 tours. Vous voyez, il passait le 45 tours avec la face A et la face B. Ouais. Et il dit, j'ai la nouvelle chanson des Rolling Stones, qu'on entend à la radio, on est en voiture, on rentre d'Italie ou de Côte d'Azur, c'est les vacances habituelles, et il met Angie. Et je suis tétanisé dans la voiture. Ouais. Et le lendemain, je suis chez le disquaire et j'achète le disque. J'ai le 45 tours avec... J'ai tout gardé. Allez, on écoute. Angie, when will those clouds all disappear? Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Angie, you can say we never tried. Angie, beautiful, yeah, but ain't it time we said goodbye? Angie, I still love you. Remember all those nights we cried, all the dreams we held so close seemed to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie, where will it lead us from here? Oh, Angie, don't you weep. All your kisses still taste sweet. I hate that sadness in your eyes. Angie, les Rolling Stones. Vous êtes fan des Rolling Stones. Vous avez ça en commun aussi avec Eric Nolot. Ah oui, je suis plus que fan. Ouais. Et vous chantez bien. c'est- hein. Vous je- chantez non, bien. je chante Oui, très je sais, mal. vous chantez Ouais, juste. non, Ah non, pas du Eric tout, Zemmour, pas du Je mais non. chante très mal. La prochaine fois, on laissera le micro ouvert. hein. On vous le Non, dira pas. vraiment. Non, j'ai conscience de mes limites. Mais Oh. j'adore chanter. Oui, Mais oui. je chante très mal. Oui, c'est vrai. Mais les Stones, non, c'est les Stones. On en parlera parce que j'ai pris une autre chanson des Oui, Stones. absolument. Et c'est vraiment, pour moi, c'est l'emblème de... Mais Nolo a dû vous dire la même chose. C'est l'emblème de notre génération. Mm. Et c'est l'emblème de toutes les adolescences. Vous savez, c'est même pour moi l'emblème des années 60-70 et de tout l'après-guerre. Je vous donne une phrase que j'aime beaucoup. Dans Alan Bloom, vous savez, L'âme des armées, Alan Bloom dit « Le jeune homme européen rêvait d'être Napoléon au 19e siècle et au 20e siècle, il rêvait d'être Mick Jagger. » Et je pense que c'est résumé 2 siècles d'histoire de l'Europe. Tout est dit. Et moi, je rêvais d'être des deux, donc je suis à la fois du 19e siècle et du 20e siècle.
Un autre incontournable de la chanson de rupture, Ne me quitte pas, Jacques Brel, la chanson tirée de sa propre histoire avec la chanteuse Suzanne Gabriello qui décide de le quitter parce que lui-même refuse de quitter sa femme. Alors Jacques Brel lui-même décrit cette chanson comme étant celle d'un con et d'un raté, un peu dur. Hein. Absolument. Et il faut savoir que cette chanson a été reprise dans le monde entier par une cinquantaine d'interprètes dont Nina Simone, Sting, Johnny Hallyday, Barbara. Très belle version de Nina Simone. Ouais. Et Sting aussi. Et Très belle Sting version aussi. aussi. Pas Très Johnny originale. Hallyday. Comment? Pas Johnny Hallyday. Ah, je la connais pas, celle de Johnny Hallyday. Bon, je vous la ferai écouter. Mais il a une très... Non, mais Johnny Hallyday, il rate jamais ses versions. Je critique pas du tout. Oui. Il avait une voix formidable. Non, franchement, je me moque pas du tout. Votre version préférée, ça reste celle de Brel? Ouais, bien sûr. Ouais, classique, forcément. Gilles, pareil? Bien sûr. Vous connaissez les autres versions? Oui, celle de Nina Simone. Nina Simone, c'est la plus connue. Magnifique. Ouais. Moi, je suis toujours très ému quand un étranger chante en français. Moi aussi. Et surtout avec une qualité Et d'âme. alors, est-ce que vous connaissez la version de David Bowie? Ah non. Très jolie chanson aussi. Ah. Et David Bowie chante Amsterdam aussi. On pourrait faire une émission entière avec juste la reprise de Bah, Ne quitte pas de Jacques Brel. Allez, on l'écoute. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, Jacques Brel. Et Brel ne nous quitte pas, puisque... Quelle transition. Puisque vous nous avez dégoté une autre chanson, Orly. Jacques Brel la chante en 77 et le refrain fait référence à la chanson de 63, Dimanche à Orly, composée et interprétée par... Gilbert Bécaud, sur des paroles de Pierre Delanoë qu'on retrouve tout le temps. Hein. La vie ne fait pas de cadeaux et nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche avec ou sans Bécaud. Parce qu'avant les gens allaient voir, il faut expliquer aux jeunes, avant les gens allaient voir les avions décoller à Orly. Et on pouvait aller quasiment sur la piste. Ça paraît fou. Il n'y avait, pas de consigne de sécurité, parce qu'il n'y avait pas d'attentat. Et Bécaud avait fait une chanson pour dire les gens allaient le dimanche voir les avions décoller. D'accord. Il y a même des archives de l'INA, on voit le général de Gaulle inaugurer Orly, se promener avec son ministre des Transports, etc. C'est incroyable.
Et moi, je me souviens qu'à Orly, moi, j'accompagnais mon père qui partait. C'était un événement, c'était quelque chose. Quoi. Vous aimez les aéroports ou pas, Éric Zemmour? Non, vous n'aimez pas ces endroits J'aime les gares, Oui, parce que je trouve ça joli architecturalement. oui. Et j'aime le c'est train. vrai. Mais je D'accord. n'aime pas les aéroports, je trouve ça affreux. Et l'avion? Et j'aime Voyager pas en l'avion. J'aime pas voyager en avion. Je le fais le moins possible. Ouais. Quand je suis obligé, bien sûr. Ouais. Mais non, je n'aime pas. Je trouve que c'est pas agréable. J'aime pas. J'aime que le train comme moyen de transport. J'aime pas la voiture. J'aime pas le car. J'aime pas. Voilà. L'hélicoptère. Je n'aime pas l'hélicoptère. Voilà. On peut choisir J'aime des que tas le de train. trucs, D'ailleurs, je suis la plaie de mes équipes, vous savez. Qui savent Ah oui, tout parce que, bah jamais oui, c'est comment plus long, hein. m'emmener. Cette notion de départ, d'envol, on va écouter Orly dans un petit instant. Elle revient souvent dans vos choix, en particulier pour les chansons de votre enfance. C'est quelque chose qui vous fait peur, les départs ou pas? Je déteste les départs et je déteste les retours. Les retours? Oui. En fait, oui, j'aime rentrer chez moi, mais je n'aime pas partir. Bah, qui dit d'un endroit. retour dit départ, mais d'ailleurs. Voilà. quoi. Mais Proust explique ça très bien dans la recherche. Il dit c'est une angoisse, on n'aime pas partir et on n'aime pas partir de d'où on est. Donc quand on arrive quelque part, bon, bah, on s'installe et puis après il faut partir. Ça Ouais. s'appelle le retour, mais en fait c'est un départ. Donc voilà, non, je n'aime pas les. Je suis. Je n'aime rien je n'aime pas les déplacements. Je n'aime Ah pas oui. partir, je n'aime pas. Voilà. Bah, ça parce va que avec puis, oui, puis Donc ça vous va voyez avec- comme j'ai souffert pendant la campagne Bah oui, présidentielle. j'étais en train de penser. Ça a Non, dû être puis, compliqué. et ça attise aussi la mélancolie aussi. Bah, parce évidemment. que c'est Évidemment. des sentiments très forts comme ça. Oui, on en Et parlait qui nous tout à quittent l'heure. pas depuis l'enfance en fait. Absolument. Alors, on va écouter Orly de Jacques Ah, on a Brel. de la chance. Je pensais pas, je l'ai mise comme ça en Bah disant non, bon, mais vous avez parfaitement raison. On écoute tout. Allez, c'est parti. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent. Et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu. Et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est,
Elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis. Je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Orly, Jacques Brel, très très belle chanson. Et on la redécouvre et merci de nous la faire redécouvrir parce que ça fait partie des chansons qu'on n'entend plus à la radio. Non, bien sûr, mais c'est sublime. Là, vous avez vu, vous entendez, vous la voyez. Quoi. C'est on assiste vraiment à la scène. Oui, c'est charnel aussi. Ouais, On passe aux musiques de films avec 2 très belles pièces, Gilles. Alors, Éric Zemmour a choisi, moi, un film que j'aime particulièrement, que j'avais vu à l'époque, que j'ai vu aussi plusieurs fois, évidemment, qui est peut-être le summum du romantisme anglo-saxon, qui est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. 75, Stanley Kubrick, il est à l'apogée de son cinéma. Et c'est amusant parce qu'en cherchant un peu, je me suis aperçu que l'arrangement avait été fait par un certain Leonard Rosenman. C'est lui qui avait composé la musique des 2 films de James Dean, La Fureur de vivre et À l'Est d'Éden. Et il a fait aussi la musique du Seigneur des Anneaux. Et il a arrangé du Schubert et du Handel. Et qu'on va retrouver, alors c'est rythmé dans des scènes extraordinaires, c'est évidemment un film en costume. Je ne sais pas si vous pouvez dire 2 mots du film. C'est, si vous voulez, l'histoire d'un petit arriviste, d'un petit Rastignac, mais au XVIIIe siècle, un Irlandais misérable, comme tous les Irlandais à l'époque, et qui va en Angleterre et qui est très beau, c'est Ryan O'Neill, et qui, par son physique, va essayer de parvenir et on voit toutes ses péripéties. Il devient soldat pendant la guerre de 7 ans, il devient joueur professionnel, espion, et il tombe amoureux et surtout il séduit la femme d'un homme très riche, très vieux, très laid, très malade. Il y a une scène absolument homérique où le type est sur un fauteuil roulant et l'insulte parce qu'il a compris qu'il était l'amant de sa femme et il meurt. Et donc il arrive à l'épouser et là il devient riche. Il devient lord. C'était le lord. Voilà. Lord. Et après on voit sa chute. D'accord. Et c'est fantastique. Ce film, j'ai dû le voir 10 fois, 15 fois, parce que je veux le montrer à tous les gens que j'aime. Il y a une scène de duel aussi extraordinaire. C'est l'époque où on se confronte. Non, mais je pense que... Et alors, c'est le fameux film tourné. Il y a des scènes tournées à la chandelle, donc pas avec la lumière électrique. Ah non, mais si vous n'aviez pas vu ce film, il faut aller tout de suite le voir. Il ne faut même pas discuter. C'est indispensable. Et la musique aussi enrobe certaines scènes qui rend pathétique, qui rend fragile et mélancolique celui qui le regarde. On écoute. Pourquoi c'est bien. Voilà, c'est le trio en mi bémol avec le fameux violoncelle et c'est bien sûr un morceau de Schubert arrangé par Leonard Rosenman qui est mort en 2008 d'ailleurs. Je vous laisse continuer, hein, Gilles. Non, mais il n'y a plus rien à dire. Il faut aller voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour la nouvelle génération, il faut voir Barry Lyndon,
qui fait partie du registre du cinéma extraordinaire. Alors après, on a évidemment un autre film que vous avez choisi qui n'a rien à voir, qui lui date de 79. C'est un film, vous savez, qui a fait scandale parce qu'il a été présenté à Cannes et il n'était pas monté. Et il y a un journaliste du Figaro, Michel Marmin, qui a démissionné du Figaro à l'époque. Enfin, ça fait toute une histoire. Donc c'est le film de Francis Ford Coppola. Alors là, on est dans une musique sublime aussi, d'un romantisme à l'allemande. C'est évidemment la chevauchée fantastique de Wagner. Et c'est le fameux survol en hélicoptère. On est évidemment en pleine guerre du Vietnam. Alors, pourquoi ce choix, Éric Zemmour ? Alors, parce que, si vous voulez, d'abord, ce film est absolument extraordinaire aussi. Et il n'y a pas que Wagner dans ce film. Tout le monde se polarise sur la fameuse... Parce qu'évidemment, écoutez, une chevauchée d'hélicoptères qui vont bombarder les rizières nord-vietnamiennes avec du Wagner. Il veut montrer évidemment la folie de cette guerre et la folie des types qui sont dans l'hélicoptère, puisque c'est eux qui demandent. Mais il y a aussi toute une bande musicale qui résume toutes les années 60. Ça commence avec les Doors. Bien sûr. À un moment, il y a même Satisfaction des Rolling Stones. Ah oui. Et il y a comme ça toute une bande musicale qui est fantastique. Ah, donc on a choisi le mauvais... Non, c'est pas le mauvais du tout. Non, Vous avez choisi ce qui est resté. oui, le classique. Voilà, ce qui est resté. Oui. Pour les gens, ils disent Apocalypse Now. Ah oui, Wagner, la charge d'hélicoptère. Il y a plein de Français qui ont découvert Wagner, malheureusement. Voilà, en vérité, il n'y a pas que ça du tout. Je vous dis, toute la musique de ce film, c'est les plus grandes chansons des années 60. D'accord. Il faut vraiment que je refasse Bien ma sûr. culture cinématographique et musicale, ça va pas du tout. Ah, on écoute Apocalypse C'est Now. de votre génération. 1979. C'est parti. Éric Zemmour, on va revenir un peu à votre enfance. Je vous réveille ? Ah, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Puisque vous nous avez proposé 2 chansons qui illustrent votre adolescence. On retrouve les Rolling Stones et Charles Aznavour. Alors là, je vais très mal le prononcer, les Rolling Stones. Sympathie Force de Deville. Je le dis en... Et hier encore, mais on commence avec les Rolling Stones, avec cette chanson écrite par Mick Jagger en 68. Vous avez 10 ans cette année-là, vous écoutiez déjà les... Non. Non. Ah non, vous n'écoutiez pas. Moi, je découvre ça 72, 73, 74. Je vous ai dit, ça commence avec NG. Et je découvre après, je vais acheter tous les albums des Stones. Ouais. Je vais à la Fnac, c'était à l'époque, elle était à Châtelet, elle n'était même pas au Hall. Ah. Et donc, je vais acheter les disques là-bas. Ils ont réédité à l'époque, on est dans les années 74, 75, toute une collection avec tous les albums des Stones. Et donc, je les rachète. Dès que j'ai un peu d'argent, je me souviens, ça coûte 40 francs. Ouais. Je m'en souviens très bien. Les albums, les 33 tours coûtent 40 francs. Et quand on s'achète un double album, ça fait 80 francs, évidemment. Et donc à chaque fois que j'avais un peu d'argent, j'allais m'acheter un disque et je l'écoutais. Et vous les avez encore tous Et je les ai encore, absolument. Oh. Vous écoutez toujours des disques de temps en temps ? Non. Avec le Saphir. Plus tellement, avec le Saphir. Ça m'arrive, mais plus tellement. Ouais. Plus tellement. Alors Mick Jagger explique que pour écrire cette chanson, il s'est inspiré de Baudelaire, de ses mots, à la façon de Bob Dylan. Pas seulement. Pas seulement. Alors il s'inspire aussi de Bulgakov, du Maître et Marguerite, que je recommande à tous vos auditeurs, qui est un livre absolument extraordinaire.
Et dans Le Maître et Marguerite, vous savez, ça se passe sous la Révolution soviétique. C'est une critique de la Révolution soviétique. D'ailleurs, Bulgakov finira mal, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a aussi... Il y a deux histoires dans ce livre. Il y a l'histoire de l'Union soviétique, des personnages dans l'Union soviétique, et il y a l'histoire de Jésus, Ponce Pilate, et il y a un chat qui incarne le diable. C'est pour ça que... Et c'est Marianne Faithfull, la maîtresse de Jagger et de Keith Richards, successivement, qui leur fait lire et qui l'inspire cette chanson. Et dans les paroles, il explique, il dit, c'est moi, entendu, je suis l'ami du diable, et c'est moi qui étais là avec Ponce Pilate pour laisser tuer Jésus, c'est moi qui étais là à la Révolution de 17 pour massacrer tout le monde, c'est moi qui étais là, etc. Et à chaque fois, c'est Sympathy for the Devil. Et c'est une chanson qui, pour moi, incarne vraiment la révolte des années 60-70. C'est d'abord une chanson fantastique, vraiment, et qui incarne la rébellion de cette époque et qui incarne, je pense, la rébellion de toutes les adolescences. On l'écoute. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. What's puzzling you is the nature of my game. Oh yeah. I watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you? Ah bah voilà, pardon, on parle en même temps, mais parce que là j'apprends un truc génial. Vous êtes capable d'écouter cette chanson des Rolling Stones en 10 versions, si Oui, vous parce le que disiez. je vous explique en deux mots. Allez-y. En fait, vous savez bien que c'est le génie de cette musique, c'est que elle peut varier en concert. Là, vous avez mis l'enregistrement en studio, Oui. mais moi, je la préfère en concert, ou plutôt dans certains concerts. Il y a, pour moi, qui est la version qui est au sommet, qui est le concert de la tournée américaine de 1969, qui est dans l'album Get Your Eyes Out. Ok. D'où est tirée pour moi la meilleure version. Mais il y a beaucoup d'autres versions. Il y a une version récente quand ils sont allés à Cuba, qui est formidable. Il y a une version des années 70. Il y a la version originale, c'est-à-dire quand ils sont dans un parc à Londres et qu'ils jouent pour la première fois cette chanson. Et moi, je suis capable effectivement d'écouter les différentes versions successivement. C'est-à-dire que je peux écouter pendant 1 heure la même chanson dans des versions différentes parce que je les reconnais, vous avez compris. L'introduction n'est pas la même, le solo de Keith Richards et des guitaristes parce qu'ils changent. Moi, mon préféré, c'est Mick Taylor. Nous avons une grande discussion avec Eric Nolot parce que lui préfère Brian Jones.
En général, les amateurs des Stones préfèrent Brian Jones. C'est le premier, c'est celui qui inspire vraiment le groupe au départ. Après, comme ils font de l'argent, Mick Jagger, qui est un homme d'argent et qui est le plus intelligent de tous, va commencer à prendre l'engin. Ouais. Mais au début, c'est un groupe de copains, et ils jouent, et c'est Brian Jones, l'âme de ce groupe. Et si vous voulez, cette chanson-là, elle a été jouée de différentes façons. Et moi, j'aime tellement cette chanson que je suis capable de l'écouter avec les différentes versions. Ah, c'est génial. Gilles Brochard, Oui. notre chanson. Alors, évidemment, un Aznavour, ça s'imposait d'une certaine manière. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est peut-être une chanson qui va attiser aussi la mélancolie dont on parlait tout à l'heure. Elle date de 64, elle a 40 ans. Pour moi, elle n'a pas pris une ride, évidemment. Parce que 60 ans, vous voulez dire 60 ans, je veux dire, oui, je compte mal. Elle a 60 ans. Alors, moi, j'en profite pour dire une chose, c'est qu'Aznavour, moi, je l'aime beaucoup en tant que comédien, en tant qu'acteur. Aussi. Parce qu'il a joué dans... il a joué dans Tobruk. Voilà, il a joué dans Tiré pour le pianiste, sur le pianiste. Alors, Denis de la Patelière, évidemment, qu'on n'a pas cité, c'est des années 70. Verneuil, Chabrol. C'est un très, très bon, comme Reggiani, qui a joué dans des très, très bons rôles. Alors là, on va écouter donc Hier encore. C'est une chanson qui est quand même diffusée un petit peu aujourd'hui. Les jeunes l'aiment beaucoup, oui, absolument. Et voilà, on va dire que Aznavour est mort en 2018 à 94 ans. Pour ceux qui l'ont vu en concert comme nous, c'était un homme qui avait une présence extraordinaire, avec sa fille dans l'orchestre, qui jouait aussi. Et voilà, Aznavour sera toujours Aznavour, quoi. Hier encore, Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Hier encore, Charles Aznavour. On parlait en début d'émission de vos parents, pas qu'en début d'émission d'ailleurs, Éric Zemmour, et vous avez choisi une chanson qui parle si bien du père, c'est Mon Vieux, de Daniel Guichard. C'est l'une des chansons qui vous émeut le plus, et c'était l'une des chansons préférées d'Alain Delon, vous le saviez? Non. Et ben voilà. C'est une chanson qu'on entendait beaucoup pendant la campagne électorale de Giscard, Chaban, etc. C'est en plein 74. Bien sûr, et c'est ces années-là. Ces années-là. Moi, je rappelle que Daniel Guichard vient d'un milieu assez simple. Son père était soudeur en usine, sa mère était russo-ukrainienne, polonaise. Et il a perdu son père à 15 ans. C'était une très grande blessure. Et il a fait son premier Olympia 2 ans avant cette chanson, en 72, avec Faut pas pleurer comme ça, qui était son premier grand succès. Bien sûr, et après, il y a eu Le Gitan, évidemment. Il a fait des reprises de Chevalier, de Traînée, La tendresse. Et puis alors moi, ce qui me touche, moi qui ai participé en 81 avec Gonzague Saint-Brice à l'éclosion des radios libres, il a participé à cette aventure en créant la radio Bocal. Voilà. Écoute, on écoute tout de suite. On écoute, hein, mon vieux Daniel Guichard.
dans son vieux par-dessus râpé. Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout y passait pour joie patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ça casse un peu l'émotion. C'est pas... Non, mais c'est vraiment une très très bonne chanson. Et vous disiez effectivement, quand on l'écoute, ça nous prend vraiment. Ah oui, vraiment. Ça il faut dire aussi que c'est pour moi un des chanteurs réalistes avec Jonas. Et il avait chanté Bruant. Il adorait la chanson française. Moi, si vous voulez, il y a deux choses qui me parlent. C'est d'abord un milieu populaire. Oui. On entend. Moi, j'avais pas du tout le même père. Hein. Il n'était pas là, il est silencieux et tout, alors que mon père c'était un Méditerranéen, donc on l'entendait tout le temps. Mais on comprend ce que c'est qu'un milieu populaire. Et deuxièmement, et là, ça me parle vraiment, c'est-à-dire l'incapacité à parler avec un père quand on est adolescent, quand on est un fils, et après les regrets éternels. Vous en avez des regrets ? Bien sûr. Une autre chanson qui vous émeut, Éric Zemmour, le Mistral gagnant de Renaud. Mais je vous attendais pas là-dessus, en fait, Éric Très Zemmour. belle chanson. Ouais. On va pas raconter toute l'histoire de la chanson. On sait que Mistral gagnant fait référence aux confiseries d'autrefois, que vous aimiez ou pas ? Moi, j'ai jamais aimé les confiseries. C'est vrai ? J'aimais que le chocolat. Ah oui. Bon, Sauf les fraises Tagada. Et même les anis de Flavigny. Non, je n'aimais pas tout ça. Chocolat noir, lait. Non, le chocolat. Le chocolat, les rochers Suchard. Ah, d'accord. Les Lanvin. Les After Eight. J'aimais tous les chocolats. Ah oui, industriel, quoi. Ouais. Ah oui, industriel. Je me suis raffiné avec l'âge, mais quand j'étais petit, bon. Bon, allez, on écoute un extrait du Mistral gagnant de Renaud.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais hauts doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. On peut pas écouter plus de cette chanson, mais très belle, vous l'aimez beaucoup, nous aussi. Parmi les chansons que vous écoutez en ce moment, Éric Zemmour, il y a The River, Bruce Springsteen. Un documentaire vient de sortir justement sur Springsteen, diffusé sur la plateforme Disney+, réalisé par Tom Zimny, je fais de la pub. C'est une sorte de journal intime sur sa dernière tournée. Vous ne l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu. On vous encourage à le voir. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette chanson? C'est pas qu'elle m'inspire, c'est que je l'ai redécouverte. Je vais vous dire parce que quand je vais sur Deezer, pour ne pas la nommer, j'ai ma playlist et parfois je vais sur des sélections qu'ils font. Et là, je écoute un peu en vrac et je redécouvre certaines chansons que j'avais oubliées. D'accord. Et que j'avais aimées dans le temps. Et donc, je mets années 70, je mets ceci, je mets cela. Et j'ai redécouvert The River que j'avais complètement oublié. Et j'aime beaucoup l'harmonica. C'est pour ça que j'ai pas mis Bob Dylan, mais j'aime beaucoup Bob Dylan. Hugo Frey, qui a fait l'harmonica. Voilà, oui, Hugo Frey, c'est vrai, Hugo Frey, absolument. Très jolie chanson. C'est Céline. Céline. Et puis quand il chante Dylan aussi. Et donc, voilà. Donc, cette chanson, en ce moment, vous m'avez demandé la chanson que j'écoute en ce moment. En ce moment, je l'écoute en boucle. Bruce Springsteen, on l'écoute avec bien l'harmonica au début. On l'écoute avec vous. Like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the The River, Bruce Springsteen. T'as vraiment du mal avec l'anglais. Bruce Springsteen.
Vous le faites mieux que moi. Hein. Vous parlez bien anglais, Éric Très Zemmour? mal. Très bien, je ne vous demande pas de Non. le prononcer. On passe au questionnaire éclair, Éric Zemmour. Oula. C'était clair, cet effet est incroyable. Éric Zemmour, chantez-vous sous la douche? Je chante pas que sous la douche. Bon, c'est bien. Je chante tout le temps. Euh, Mal, mais je chante tout le temps. Non, vous chantez très... Moi, je trouve juste. Qu'est-ce que vous écoutez les jours de déprime? Les jours de déprime, ça dépend. Soit je veux aggraver ma déprime et j'écoute Angie ou Mon Vieux ou les chansons de Barbara ou voilà. Soit je veux me sortir de ma déprime et là j'écoute plutôt, ça dépend, soit du Brassens, soit des Stones, soit carrément de la musique classique. J'aime beaucoup Bach. Parce que vous m'avez pas demandé des chansons. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et que j'ai découvert assez tard, mais j'aime beaucoup Bach. Et donc j'écoute, ça me vide l'esprit. Ouais. Un bruit, un son que vous adorez? L'harmonica. L'harmonica. Quelle chanson passeriez-vous à vos obsèques? Pas facile. Hein. Non. J'hésite entre... Angie. Angie. Edith Piaf ou Aya Nakamura? Vous avez exactement la même réaction qu'Éric Nolot. C'est très drôle. Michel Sardou ou Michel Barnier? Mais alors, je vais vous dire, c'est typique, ça, Michel Sardou, c'est très intéressant votre question. Je vais très vite. Ouais. Je dis souvent à mes amis jeunes qui n'ont pas connu cette époque qu'on ne se rendait pas compte de la richesse et de la profusion de musique de qualité. Et on avait tendance à être très sectaire. Alors tout le monde a retenu les Stones et les Beatles, mais en vérité, on était sectaire pour tout. On aimait Pink Floyd et les autres nous méprisaient. On aimait les Doors et les autres nous méprisaient. On aimait la chanson française. Et alors là, on était vraiment des moins que rien. Et donc Sardou faisait partie de cette chanson française populaire des années 70-80 que nous méprisions. Et à tort. Ah bah oui. Oui. Et alors que maintenant, j'aime beaucoup. Ah. Et je suis allé le voir à son dernier concert. Et j'ai beaucoup aimé. Mais je vous dis, on avait une telle qualité qu'en fait, on était des riches. On ne savait pas qu'on avait des problèmes de riches et des comportements d'enfants gâtés. On avait trop de choses bien. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y avait beaucoup de choses bien qu'on dédaignait ou qu'on méprisait. Est-ce qu'il y a une chanson que vous préférez, que vous aimez particulièrement chez Sardou, qu'il a pu chanter d'ailleurs lors de sa dernière tournée? Oui, sur son père. C'est une très jolie chanson. Les yeux de mon père? Exactement. Ouais. Non, Les yeux de ma mère, ça. Alors, qui est une très jolie chanson aussi. Les yeux... Oui, peut-être. Oui. Qui est une très jolie chanson, Les yeux de ma mère. Très jolie. Je n'imaginais pas que cette femme au sein lourd. Oui. C'est une très jolie chanson aussi. La fille aux yeux clairs. Très jolie chanson aussi. Est-ce que vous considérez toujours que le rap est une sous-culture? Oui. Toujours, ça n'a pas changé. Non. S'il ne devait rester qu'une chanson dans votre répertoire, Éric Zemmour, ce serait? Ah, vous êtes dur. C'est supplice. Eh oui. Je sais pas. Sans doute une chanson d'Aznavour, mais franchement, c'est une question que je me pose jamais, grâce à Dieu. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir participé à cette émission. On se quitte en musique avec une chanson choisie par Éric Nolot pour vous, Éric Zemmour. Brown Sugar, j'espère que je dis Brown bien. Sugar. Et oui, c'est dans l'album Sticky Fingers. Absolument. Que j'aime beaucoup, et tout l'album est bien. Et c'est vraiment la période la plus soul, la plus blues des Stones. Ils ont écrit cet album en 69 pendant la tournée américaine dont je vous parlais. Ah, bah voilà, c'est magnifique ça. C'est d'après moi la période la plus riche des Stones. Eh bien, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Au revoir, Éric Zemmour. Au revoir et merci à vous.